Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02. Nous sommes en direct pour le dernier jour de la semaine. Voilà, je suis très triste de vous quitter. Mais c'est pas très grave, on se retrouve lundi. Voilà, moi j'espère que vous allez bien vous reposer, bien recharger vos batteries. Et lundi, on se retrouve pour une semaine encore explosive, préparez-vous. Vous n'êtes pas prêts. Alors ce soir, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes. Cette émission où on fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais. Deux mondes que tout oppose, les influenceurs en face des politiques, les institutionnels. Pourquoi on a choisi de faire cette émission? Je le rappelle comme tous les soirs. Eh bien tout simplement parce que les influenceurs, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, eh bien ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, des millions de personnes. C'est qu'ils savent vous parler, c'est qu'ils savent se faire aimer ou parfois détester, mais en tout cas ils vous fédèrent. Un peu, j'allais dire, contrairement, ça dépend qui, mais à l'inverse, des politiques institutionnelles qui ont un peu plus de mal à se faire entendre et à se faire aimer, on va dire ça comme ça. Les gens sont en rupture politique, c'est ce qu'on voit en ce moment avec le taux de vote en France. Donc on a décidé de passer par le canal de communication des influenceurs pour pouvoir parler un petit peu à tout le monde et de casser les codes. Voilà, on parle un peu différemment, on parle d'une manière beaucoup plus simple avec des gens qui ne comprennent pas forcément tout à la politique, mais qui ressemblent plus aux gens, à monsieur et madame tout le monde, on va dire. Alors ce soir, on reçoit Eva Ducci, candidate de télé-réalité et influenceuse, qui va débattre avec Iñaki et Chaniz, députée PS des Pyrénées-Atlantiques. Et alors le sujet de ce soir, eh bien alors ça fait beaucoup parler en ce moment sur les réseaux, il y a plein de sujets là-dessus, les squats, les cités délabrées, les étudiants entassés, les locations aussi, comment aujourd'hui en France on peut louer un appartement. La République a-t-elle abandonné le logement? Voilà, et je suis accompagnée comme tous les soirs de mon cher et tendre Mathias Renner. Et allez, les Miss France. Voilà, c'est parti. Vraiment, c'est vraiment mon... Ouais, c'est dans 15 jours les Miss France. C'est dans 15 jours, Mathias, les Miss France. Alors, excusez-nous, Eva, Iñaki, monsieur le député. En fait, on a un petit rituel tous les soirs parce que Mathias, il est très... J'étais proche. Ouais. J'étais proche d'une Miss France, enfin d'une candidate. Il était très proche d'une candidate, peut-être une Miss. Peut-être future Miss, je lui souhaite. Vraiment, je lui souhaite de tout mon cœur. Non, moi je crois qu'il y en a une qui a été Miss. Oui, aussi. Voilà, merci. Je suis Jean-Pierre Foucault en fait. Je suis sur le bon chemin. Tôt ou tard, je donnerai les noms parce que je vais les découvrir. C'est mon nouveau, c'est mon nouveau créneau. C'est ta cible. Ah ouais, comment ça va, Magali? Pas te lâcher. Bah écoute, je vais bien, je suis fatiguée. Moi, j'ai fait une belle surprise pour mon anniversaire hier soir. Je suis rentrée chez moi, j'avais le droit à un beau buffet. Magnifique surprise. On a dansé, je me suis couchée à 3h30 du matin. Et comme je me fais vieille, parce que c'était pour mon anniversaire, j'ai 44 ans maintenant, et ben je peux te dire que je suis très fatiguée. En fait, il faut dire la vérité aux gens, c'est que à 3h du matin, on faisait la fête, et Magali a décidé d'aller dormir. Du coup, elle a débranché toutes les enceintes. Elle a dit maintenant, vous sortez tous, on va dormir. Non, j'aurais dit ça, il faut rentrer chez vous. Là, demain, on travaille. Demain, on doit se réveiller, on doit être frais. Et on est en forme. Il y a encore notre émission sur Sud Radio ce soir, donc s'il vous plaît, dégagez de chez moi, laissez-moi aller me coucher. Exactement. Voilà, comprends, je suis pareil. Ils ne voulaient pas. Et d'ailleurs, ils sont arrivés à 13h, 14h au bureau aujourd'hui. Ouais, très détendu. Oui, mais déjà, joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais je les aime. Je peux rien leur dire parce qu'ils m'ont fait une belle surprise. C'était une belle surprise. Voilà, exactement. Alors, ce soir, on reçoit d'abord Eva Ducci. Donc, Eva, merci d'être venue. Je suis ravie de te recevoir. Tu es une influenceuse fière de tes origines corses. Depuis 2020, tu t'es fait connaître au grand public en participant à des émissions comme 10 couples parfaits ou La Villa des cœurs brisés. Tu me dis si je me trompe. Exact. Okay. Là, tout est parallèle, tu es devenue une influenceuse suivie, partageant ton univers de mode, beauté, lifestyle sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. Et ce soir, tu vas débattre d'un sujet. Alors, on n'a pas l'habitude de voir les influenceurs débattre avec les politiques. Et je vous dis, c'est assez passionnant parce qu'on a des belles surprises des fois. On voit des influenceurs se révéler. Parce que souvent, les influenceurs télé-réalité ont une connotation un peu, un peu rejetée. Un peu, il y a beaucoup de clichés. Il y a beaucoup de clichés. Oui. Et je suis ravie de faire cette émission parce qu'on a plusieurs fois cassé ces clichés, montré qu'il y a des candidats télé-réalité qui sont extrêmement intelligents et des fois avec des très très belles réparties aux politiques. Alors, j'aime bien demander aux influenceuses quel est leur parcours scolaire, car on a souvent des surprises d'ailleurs, parce qu'on a eu des belles surprises. Qu'est-ce que tu as fait comme étude, toi? Alors, j'ai eu bac général, j'ai poursuivi en fait avec les cours Florent, donc c'est pour ça que je suis venue à Paris. Et je ne suis jamais revenue en Corse. Ouais. Ah, t'as fait les cours Florent? Ouais, donc j'ai été diplômée. Ouais.
Et oui, c'est une école de théâtre pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est hyper connu, c'est une école qui est hyper réputée, le cours Florent. Ouais. C'est un aboutissement d'ailleurs, je crois, pour certains, de rentrer au bien cours sûr. Florent. C'est un bagage, quoi. Voilà. Non seulement c'est un enseignement, mais si on a cours Florent lors d'un casting, évidemment, c'est préférable. Donc, je suis venue expressément pour faire les cours Florent à Paris et je ne suis jamais revenue à Bastia. Voilà. Ah, et ça te manque ? J'y retourne, hein, mais occasionnellement, quoi. Retourner y habiter pour l'instant. Tu préfères habiter à Paris plutôt qu'en Corse ? Disons que pour les opportunités, c'est quand même mieux Paris, pour rencontrer des gens, etc. Mais bon, la Corse, c'est magnifique. Ouais. Et t'es suivi par combien de personnes sur les réseaux sociaux ? Alors, que je me rappelle, TikTok, je crois, 360 000, je crois. Un truc comme ça, 350 000. TikTok, Instagram, 432 000. J'arrive à retenir quand même. Et Snapchat, je crois à peu près 400 000 aussi. Hein. Ah ouais, c'est beau. Oui. On est presque à 1,5 million d'abonnés en tout. Ah oui, en tout, ouais. Alors, est-ce que toi, tu t'intéresses à la politique française ? Oui, je m'intéresse à tout en fait, donc la politique également. Surtout qu'en ce moment, dans mes études d'histoire, on fait beaucoup, forcément il y a de la politique, donc dans les années au 19e siècle, 20e siècle. Pourquoi études ? T'es encore étudiante ? Oui, j'ai oublié de le dire, oui, je suis encore étudiante. Alors attends. C'est un peu space en fait. T'es candidate de télé-réalité, étudiante au cours Florent, et maintenant t'es étudiante en quoi ? Alors, histoire, spécialisée dans les anciennes civilisations. Ah oui. En fait, j'ai repris, c'est-à-dire que j'ai fait un break énorme, et là j'ai repris mes études récemment. Un break, c'est une pause, Magali. Et toi Mais alors toi, tu casses vraiment tous les codes, les clichés de ce qu'on appelle les candidats de télé-réalité, de ce que certains pensent sur... Et tu veux faire quoi comme métier plus tard ? Alors, historienne, chercheuse spécialisée dans les anciennes civilisations. Je dis anciennes civilisations parce qu'en fait, c'est l'Égypte en premier. Hein. D'ailleurs, c'est la matière avec laquelle j'ai le plus de facilité. Mais comme j'aime aussi étudier d'autres civilisations anciennes comme les Sumériens, pour l'instant, c'est assez global parce que j'en suis pas encore... Je me suis pas encore spécialisée, voilà. Je sais pas, moi j'ai Florian dans mon oreillette qui me dit sumérien, ça veut dire quoi ? Je sais pas moi. Sumérien, c'est quoi pour Magali ? La civilisation sumérienne, c'est la toute première civilisation au monde en Mésopotamie. Ok. Donc, la Mésopotamie, c'est pas de la poterie, Magali. Occupe-toi de ton micro, toi. Alors, et comment ça se passe dans la cour à l'école ? Pardon. Comment ça se passe à l'école ? De fait qu'elle soit une candidate de télé-réalité et qu'elle arrive dans les cours d'histoire. Les gens ? Oui. Rien, les gens, ils ne me reconnaissent pas ou alors ils font semblant de pas me reconnaître. Ok. Non, en cours, franchement. T'as jamais de remarques un peu désagréables ? À l'école, jamais. Dans la rue, souvent on me reconnaît, mais c'est souvent des gens gentils. Hein. Donc c'est avec plaisir. Et à l'école, je sens souvent des regards dans les couloirs et tout, mais je pense que les gens bug. Oui. Ils doivent dire non, mais c'est. Ils s'attendent pas de voir ici, quoi. Ouais, je pense. T'as oublié une petite question, Magali. Est-ce que tu es en couple ? Absolument pas, mais je vais rencontrer quelqu'un. Alors par contre, mais cette question n'était pas du tout sur mes fiches. C'est la fiche d'hier, pardon, j'ai mal lu. Non plus. C'était une blague, je crois. Non, une petite blague, mais on parlera après. Ouais, entre Corses, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe là ? On va se calmer là ? On va se détendre ? J'adore l'histoire, moi, et l'Égypte. Ah, c'est vrai ? Ah oui, je suis parti, j'ai fait une croisière sur les Nuls. Mais on s'appelle après parce que là, j'ai l'impression qu'on fait chier tout le monde. Ouais, c'est pas le sujet, c'est pas l'Égypte le sujet, mais intéressant. Ouais. Mais vous allez vous calmer tous les deux, dis donc. Alors, quand tu as choisi ton logement, puisque du coup tu es venu habiter à Paris, est-ce que tu as eu du mal à trouver un logement ou pas ? Alors, très très bonne question. Alors au départ, non, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis là. Tu as quel âge ? J'ai 29. Ah oui, tu fais moins. Ouais, je sais, c'est les hautes énergies. Non, je te jure. Merci. C'est gentil. Alors franchement, il y a des années, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Hein. Donc j'ai pas eu de difficulté, au contraire. En une semaine même, j'ai trouvé mon logement. Et là, j'ai déménagé l'année dernière. Catastrophe. Une catastrophe. C'est-à-dire que c'est plus du tout comme avant. J'ai mis des mois, 3 mois, j'en pleurais. Hein. Et je trouvais pas. Alors soit ceux que j'aimais, ils me partaient sous le nez. Soit au final, ça n'avait rien à voir avec les photos et j'aimais pas. J'aimais pas les énergies. Non, je peux pas. Et en fait. Celui que j'ai eu, j'ai mis 3 mois à trouver. Hein. C'était le plus beau de tous ceux que j'ai visités. Comme quoi, quand l'univers te ferme des portes, bien sûr, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais c'était très très difficile. Et là, tu payes cher ton loyer sur Paris ? C'est à Boulogne. Okay. Donc, ouais, mais quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est pas donné. Hein. C'est combien le loyer ? C'est un chouïa en dessous de 1000. Non, mais c'est pour une étudiante. Pour combien de mètres carrés ?
Pour quand même 30 mètres carrés, donc 32 mètres carrés. On est quand même sur une étudiante. Allez, on revient tout de suite sur Sud Radio justement pour ce débat. Squat, cité délabrée, étudiants entassés, la République a-t-elle abandonné le logement? Et on reçoit juste après cette pause le député PS des Pyrénées-Atlantiques, Iñaki Echaniz, qui va débattre avec Eva Ducci. À tout de suite sur Sud Radio. L'Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Ce soir, on reçoit alors deux personnalités qui vivent pas du tout dans la même France. On a Eva Ducci, candidate de télé-réalité, étudiante, maintenant je peux le rajouter, en histoire de l'Égypte, je sais pas le redire, voilà, très intelligente, et influenceuse, qui débat ce soir avec Iñaki Echaniz, député PS des Pyrénées-Atlantiques. Le sujet, c'est les appartements, les logements, les squats, cités délabrées, les étudiants qui sont entassés. Est-ce que la République a-t-elle abandonné le logement? Et on reçoit maintenant monsieur le député du Parti Socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Iñaki Echaniz. Merci d'être avec nous. Merci Madame Berda pour l'invitation. Oh là là, j'adore déjà quand on m'appelle Madame Berda, je me sens... je me prends pour quelqu'un. Pensez que vous étiez deux personnes, hein. Iñaki Echaniz. N'importe quoi. Si, il y en a deux qui viennent, je comprends pas, il y a deux députés. Ça induit parfois en erreur, mais je suis très fier de mon nom et de mon prénom du Pays Basque. Ah ouais, alors ce soir on a une Corse, un Basque. Basco-Béarnais, je précise. Ah, excusez-moi, alors moi je suis juste varoise, les gars. Très joli prénom. Hein. Merci. Ouais, c'est vrai. Moi je croyais que c'était un petit peu slave, tout ça même. Non, c'est basque. Ok, mais c'est très beau, j'adore. Alors, Iñaki, c'est votre prénom, du coup. Tout à fait. Monsieur le député, vous représentez la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques sous les couleurs du Parti Socialiste. Avant votre élection, vous étiez conseiller principal d'éducation et engagé dans l'enseignement public avec des valeurs de justice sociale et d'égalité. Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Merci. On peut remercier Florian. Rédacteur en chef. Aujourd'hui, vous êtes investi sur les dossiers du logement, de l'éducation, du patrimoine culturel et de l'environnement local. Fidèle à vos racines basques béarnaises. Comme la sauce béarnaise. Arrête, t'es lourd. C'est bon. Alors, du coup, non, nous c'est très léger. Alors, je crois savoir. Non, parce qu'il faut le dire, c'est pas dans mes fiches, mais moi j'ai une info. Vous êtes le plus jeune député du Parti Socialiste. Tout à fait. Je suis le Benjamin du groupe socialiste et des parlementaires socialistes, si on y associe les sénateurs, effectivement. Vous avez quel âge? J'ai 32 ans. Oh là là. C'est vrai que chez les socialistes, ils se font un peu yeup des fois. Ouais. Non, je rigole. On a rajeuni. Bah oui, parce qu'on a eu Romain Eskenazi aussi. À chaque fois que je reçois un socialiste, je parle de Romain. Il nous parle beaucoup de vous aussi. Mais je l'adore. Il est très sympathique. Il dit du bien. Oui, du bien, bien sûr. Non, mais c'est bien, je trouve, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes en ce moment au Parti Socialiste. Ça les rajeunit, je trouve. Il y a un petit coup de fraîcheur là. Non, mais c'est vrai, on peut se le dire. Le PS, c'était Ségolène Royal, François Hollande, c'était un peu yeuve. Non, mais on les aime bien aussi. Oui. Mais il faut une nouvelle génération. Il faut prendre un peu le relais pour un peu plus parler aux jeunes maintenant. Parce que les jeunes, ils sont en rupture politique, ils comprennent plus rien de ce qu'on leur raconte. Donc bon, c'est trop cool. Alors, vous faites donc, vous êtes le plus jeune député et vous êtes aussi celui, c'est pour ça que je suis super contente, parce que hyper légitime d'être ici ce soir en face de Eva Ducci, parce que vous êtes le premier député à avoir proposé une PPL, donc c'est une proposition de loi. Alors, fait voter. Ah, carrément, elle est passée. Elle est adoptée, oui. Oh là là, la classe. Concernant l'encadrement des Airbnb. Tout à fait. Voilà. Et alors, ça fait quoi à 32 ans, j'ai 32 ans, ça, d'avoir une loi aujourd'hui que vous avez réussi à faire voter à l'Assemblée nationale? C'est une fierté, ou en tout cas un honneur d'avoir pu porter ce texte qui apporte des réponses justement à ce sujet, à toutes ces familles, ces jeunes notamment qui n'arrivaient pas à se loger et qui voyaient leur logement partir en meublé de tourisme pour les touristes et qui eux vivaient sur ces territoires. Moi je viens du Pays Basque et du Béarn où on a des jeunes qui n'arrivaient plus à se loger, mais par contre il y avait des Airbnb partout, des boîtes à clés partout, et donc ce texte permet de donner plus d'outils aux élus locaux, aux maires, pour pouvoir réguler ce phénomène-là et permettre de remettre de l'offre de logement permanent. Vous avez évoqué tout à l'heure les difficultés que vous avez eues à trouver un logement, parce qu'on est passé de 300 000 logements Airbnb en 2016 à plus d'1 million, voire 1,3 million aujourd'hui. Et c'est autant de logements qu'il y a avant accueillir des étudiants, des familles, des travailleuses et des travailleurs qui aujourd'hui ne sont dédiés qu'à la location touristique. Et ça pose un vrai problème à l'heure où les Françaises et les Français n'arrivent plus à se loger. Et alors la question que je me pose, c'est finalement pourquoi aujourd'hui les Français en viennent à vouloir faire plus de Airbnb que de la location classique?
Parce qu'il y a un enjeu de rentabilité et que malheureusement le logement est devenu un enjeu comme un enjeu boursier, c'est-à-dire où certaines personnes vont investir dans un logement uniquement pour faire de l'argent, pour avoir la rentabilité maximum. Et c'est vrai que Airbnb, on va louer beaucoup plus cher à la journée, au week-end ou à la semaine que quand on loue au mois à une famille ou à des étudiants. Et que derrière, il y avait, avant ma loi que j'ai portée avec Anna Higlemer, un abattement fiscal, une réduction d'impôts extrêmement importante sur les Airbnb, alors que quand on loue à l'année, on avait une réduction beaucoup moins importante. C'était 71% d'abattement sur les revenus pour du Airbnb, alors que c'était que 30% pour la location longue durée. Donc ça a incité les propriétaires pour gagner plus d'argent de faire la location courte durée. Donc on a réussi à inverser la tendance. Et est-ce qu'il n'y avait pas un problème aussi du fait des lois pour protéger aussi les locataires? Peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de propriétaires qui ont peur de louer leur appartement, puisqu'une fois que le locataire est dedans et qu'il ne paye pas le loyer, après pour le sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors ça me fait plaisir justement d'être là ce soir pour un peu tordre le cou à ce sujet-là, parce qu'effectivement quand on allume la radio ou la télé et qu'on parle de logement, la première chose qui est mise en avant, c'est les impayés, le squat, la peur des propriétaires. Il se trouve que les chiffres sont assez têtus. Les impayés, c'est moins de 3% des relations propriétaires-locataires. C'est-à-dire que si sur les millions de contrats qu'il y a entre des propriétaires et des locataires par an, il n'y a que 3% qui amènent à des impayés. C'est pas, il faut le traiter, il faut y répondre, mais c'est pas une généralité, bien au contraire. Et dans ces impayés, il y a à la fois l'impayé d'un mois parce qu'il y a un accident de la vie, parce qu'il y a une facture à régler pour la voiture ou pour le frigo qui fait que il va y avoir un retard. Et après il y a les impayés de plus longue durée, mais ça reste marginal et c'est pas le vrai sujet aujourd'hui, la réponse qu'on doit apporter à la question du logement. C'est compréhensible que ça puisse inquiéter, mais c'est quelque part l'arbre qui cache la forêt de la nécessité. Et surtout la question, moi j'ai une réponse à la question, est-ce que la République a abandonné le logement? C'est la politique d'Emmanuel Macron qui a abandonné la question du logement parce qu'ils l'ont laissé libre marché. Alors, on va commencer le débat justement dans un instant. Je voudrais juste comprendre comment ça se passe aujourd'hui pour avoir un logement social en France. Alors c'est un parcours du combattant aujourd'hui parce qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. Il faut faire une demande sur Internet, sur servicepublic.fr et ensuite il faut répondre à des critères de revenus, de situation familiale. Il y a tout un tas de critères au niveau du travail, pas de travail, enfant, pas enfant, handicap, pas handicap. Et ensuite votre demande elle est étudiée. Vous êtes autorisé à rentrer dans un logement social et ensuite vous devez faire quelque part la queue pour attendre qu'un logement social se libère. Et en fait il y a autant d'attentes aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça va parler à un certain nombre d'entre vous, je pense, de la baisse des APL. Quand le président de la République a décidé de baisser les APL pour tout le monde, il a dit aux bailleurs sociaux, à ceux qui sont propriétaires du logement social, vous allez participer à la compensation de ces APL. Donc je vais vous prendre de l'argent dans vos caisses. Je vais prendre de l'argent sur les revenus des loyers et c'est 1,3 milliard qui a été pris dans les poches des bailleurs sociaux et ça les a empêchés de venir construire suffisamment de logements sociaux ou de venir rénover le parc existant. Et donc aujourd'hui, on a eu une chute de la production et de la livraison de nouveaux logements sociaux. Ça s'est effondré. Jusqu'à présent, on arrivait à plus de 100 000, voire 150 000 nouveaux logements sociaux par an. Et ces dernières années, on a été plutôt autour de 40 000 ou 50 000 logements qui ont été construits. Et alors que l'offre baisse, alors que la demande ne cesse d'augmenter. On a combien de demandes de logements sociaux par an à peu près? Alors là, aujourd'hui, on est à, c'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, on est à 2 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. Et donc, il y a une sorte d'embolie et une queue interminable parce que ceux qui ont demandé depuis des années, ils attendent toujours d'avoir une place. Il y a aussi les tricheurs des logements sociaux. Parce que t'en as, ils n'ont pas forcément besoin. Ils gagnent beaucoup plus qu'ils devraient avoir pour un logement social. Alors ça, c'est aussi une idée un peu reçue. Ça existe, mais c'est extrêmement marginal. Il y a des mécanismes aujourd'hui qui existent pour les gens qui dépassent le seuil, le montant maximum pour avoir tel ou tel logement social. Une partie, ils vont avoir un complément de loyer. Ils vont devoir payer un peu plus parce qu'ils gagnent un peu plus. Mais c'est typiquement des personnes qui, si on les met en dehors de leur logement social, ils pourront pas se loger dans le mouvement privé non plus parce qu'ils vont gagner un peu plus, 100 euros par jour. Il y avait un président de la République qui disait travailler plus pour gagner plus. Donc, ils vont faire quelques heures en sup et ils vont avoir un complément de salaire, mais qui leur permet pas non plus de se loger dans le privé. Mais ces gens-là, ils vont payer un peu plus dans le logement social. Et ceux qui, effectivement, vont avoir une énorme augmentation de salaire et qui pourraient se loger dans le privé, ils vont quitter le logement social. Donc ça aussi c'est un petit peu pas une fake news mais c'est mis en lumière alors que c'est extrêmement marginal. Alors on va rentrer dans le sujet, dans le débat. Eva, pour toi donc il y a une véritable crise du logement aujourd'hui. Ah oui. Qui en est responsable à ton sens? Est-ce que c'est plutôt l'État, les collectivités, le marché privé justement? Donc qui est responsable de tout ça?
Alors, faut savoir également, j'ai entendu tout ça, qu'il y a plus donc de demandes que d'offres, mais aussi parce qu'ils ont dû retirer plein d'appartements qui ne sont plus louables par rapport aux G, vous voyez les notes. Les énergies. Voilà, par rapport aux énergies. Donc il y a aussi ce fait-là qui est à prendre en compte. Donc il y a pas mal de facteurs en fait. Des appartements qui sont insalubres. Tu veux dire, c'est ça ? En fait, c'est pas de l'insalubrité, mais c'est par rapport aux énergies. En fait, ils sont jugés. Par exemple, s'ils sont en G, c'est jugé vraiment. Ils peuvent plus être loués en fait. Donc il y a ça. Donc il y a trop de demandes, pas assez d'offres. C'est aussi les loyers qui ont explosé. Enfin, il y a tout ça. J'ai une amie, par exemple, qui attend un logement social depuis 8 ans. Il faut aussi savoir que même dans les Airbnb, il y a des squatteurs. C'est pas que les logements privés, c'est même les Airbnb. Il y a des gens qui viennent, qui louent un Airbnb, qui partent plus. Ah oui. On est dans une telle crise qu'effectivement les gens essayent de se loger et essayent de trouver toutes les parades possibles. Et c'est effectivement pour ça que nous on a développé plusieurs idées pour à la fois empêcher le squat, pour permettre à chacun d'avoir un loyer qui correspond à ses revenus. Et quand on parle à travers de pouvoir d'achat du matin au soir, le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages français. Et il y a aussi la nécessité d'encourager les propriétaires à investir, à faire du logement à des loyers abordables. Donc nous, on a proposé tout un tas de mesures, à la fois la garantie universelle des loyers qui permet d'assurer le propriétaire d'avoir son loyer, peu importe ce qui se passe avec son locataire. Oui, mais ça, c'est ingérable parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un, donc ces fameux dossiers de garantie de loyer, le problème, c'est que pour avoir cette garantie-là, ils demandent des dossiers maintenant qui sont complètement lunaires. Parce qu'elle est à la main du privé. Parce qu'elle a la main de certaines agences immobilières ou d'assureurs privés. Nous, ce qu'on propose, c'est que ça soit géré par l'État, et notamment la question des cautions, qui est un vrai sujet, notamment pour les étudiants, où on donne une caution à l'entrée du logement, et souvent, ça crée des litiges à la fin parce que le propriétaire veut pas rendre, etc. Ouais. Et nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est que cet argent des cautions, il soit consigné à la Banque des Territoires, par exemple, ou à la Caisse des dépôts, et que pendant ce temps, ça soit déposé sur un compte qui crée des revenus de par les taux des différents livrets à la banque, et que cet argent puisse être réinvesti justement pour assurer les locataires et les propriétaires de toucher les revenus. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, c'est uniquement à la main du privé, et effectivement, c'est un parcours du combattant à la fois pour un locataire d'être assuré et pour un propriétaire d'avoir l'astérix à la fin du contrat qui fait que lui, il va pas être remboursé. Parce que très clairement, aujourd'hui, vous avez une étudiante, par exemple, qui veut louer un appartement à Boulogne à 1 000 € par mois, même 900 €, moins de 1 000 €. C'est les prix du marché, puisque c'est ce que paye Eva Ducci aujourd'hui. Il faudrait qu'elle présente un dossier à quasiment 3 000 € de revenus. Comment aujourd'hui, en tant qu'étudiante, elle peut présenter un dossier à 3 000 € de revenus ? Oui, mais c'est impossible. C'est pas possible. Restez avec nous, parce que vous allez me répondre. On va parler de ce sujet des dossiers compliqués, machin, etc. J'adore. Restez avec nous sur Sud Radio, à tout de suite. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h29, nous sommes en direct pour un sujet qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, les logements. C'est une galère aujourd'hui en France de devoir se loger. On va pas se mentir, que ce soit pour les propriétaires, quand il y a des locataires qui font n'importe quoi, c'est une galère pour les sortir. Quand on est locataire pour louer, c'est une galère pour louer. Bref, c'est la panade, monsieur le député. Voilà, on reçoit ce soir monsieur le député Iñaki Echaniz, qui est le plus jeune député du Parti Socialiste. Voilà, qui vient des Pyrénées-Atlantiques. Enfin, vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques. Et vous débattez ce soir avec Eva Ducci, qui est candidate de télé-réalité, qui casse tous les codes, justement, des clichés de télé-réalité, étudiante en histoire. Elle a fait l'école... les cours Florent. Elle est étudiante aujourd'hui en histoire, spécialisée sur l'Égypte. Enfin bref, les candidats de télé-réalité ont un vrai cerveau, contrairement à ce que beaucoup veulent dire. Voilà. Et elle est influenceuse aussi. Donc, on en revient à ces difficultés aujourd'hui. Comment on va faire, monsieur le député, aujourd'hui ? Alors, vous me dites, on voudrait faire passer une loi pour que les fameux dossiers pour louer un appartement. Eva nous expliquer comment tu as fait ton dossier, toi d'ailleurs, Eva, pour louer, parce que je rappelle juste à nos auditeurs, donc tu payes à peu près 980 € de loyer. Donc pour louer un appartement aujourd'hui, on le sait tous, les propriétaires demandent 3 fois le montant du loyer, ce qui est un peu normal parce qu'ils ont peur aujourd'hui de ne pas pouvoir être payés, de ne pas pouvoir payer leur crédit, etc. en face. Mais comment aussi, d'un autre côté, une étudiante peut aujourd'hui justifier 3 000 € de revenus ? C'est compliqué. Comment tu as fait ? Alors, moi, il faut savoir que je travaille aussi à côté, donc heureusement, je peux présenter des fiches de paye, etc. Évidemment, j'ai aussi le soutien de ma mère, qui se porte garant, et ça, sans garant, c'est très compliqué. C'est ça. Et également, je voudrais rajouter une chose qui m'est arrivée. Enfin, j'ai pu le constater parce que j'ai discuté à chaque fois avec les gens quand j'allais visiter les appartements. Et en fait, les propriétaires préfèrent choisir une personne qui gagne
mais énormément plus que le prix du loyer, alors que le loyer, par exemple, c'est un loyer, je sais pas, à 700 €. Un étudiant, il voudrait cet appartement, mais non, ils vont le louer à une personne qui gagne 2 fois plus. Et du coup, ils se retrouvent avec que des appartements hors de prix parce que les étudiants, en fait, ne peuvent plus se loger. Parce que les propriétaires veulent la garantie. Et après, on peut les comprendre aussi, les propriétaires qui veulent une garantie, parce que si on se met dans leur place aussi, c'est une galère, vous voyez. Mais moi, j'en parlais avec un agent immobilier, il m'expliquait que justement, lui, il préférait louer à des étudiants quand l'appartement n'est pas très très cher, plutôt que de louer à des gens qui gagnent 3 fois, 5 fois, 6 fois le prix du loyer, parce que c'est insensé. Tu voudrais des baromètres, quoi. On a tous été jeunes, on a tous besoin d'étudier, et je trouve que c'est quand même normal de laisser les moins chers à ceux qui sont étudiants. En fait, eux, ils veulent coffrer. Ils prennent les moins chers. Et qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur le député, pour protéger à la fois les propriétaires qui ont besoin de louer et d'être payés parce que ils ont des crédits, des charges à payer en face, et aussi pouvoir rendre plus accessible les logements aux gens qui veulent louer, que ce soit les étudiants ou autres? Alors, il existe déjà un dispositif qui fonctionne déjà aujourd'hui et qui répond notamment à ces besoins des étudiants ou des personnes qui viennent à peine de signer un CDD ou un premier CDI, qui n'ont pas forcément de garant. Ça s'appelle la garantie Visale. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avant la pause, une garantie de l'État et d'Action Logement. C'est un conglomérat d'entreprises et de partenaires sociaux qui ont mis en place cette garantie qui permet d'être assuré gratuitement. C'est un dispositif qui est gratuit. Il faut remplir sur Internet. J'invite les auditeurs à se rendre sur le site Internet de la garantie Visale. Et ça permet à la personne qui n'a pas de garant, qui a des ressources limitées, d'être assuré par l'État, et en contrepartie, le bailleur, le propriétaire, est lui aussi assuré de recevoir les loyers ou d'avoir une indemnisation si jamais il y a une dégradation dans le logement. Donc ça, c'est un dispositif qui existe déjà, qui n'est pas accessible à tout le monde, mais c'est déjà un premier point, et c'est pas assez connu. C'est sous-utilisé aujourd'hui, alors que c'est un vrai dispositif qui fonctionne. La deuxième chose, ça serait d'étendre ce dispositif à l'ensemble de la population, avec ce mécanisme, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la caution, mais à la fois avec un petit prélèvement sur le revenu du propriétaire et le loyer du locataire, qui permettrait de garantir à tout le monde d'être en sécurité. Et je le dis et je le répète, les impayés aujourd'hui, c'est moins de 3% des locations qui existent, mais j'insiste là-dessus parce que ça fait peur à tout le monde, mais c'est extrêmement marginal. Et ensuite, sur le montant des loyers, qui est excessif, notamment dans les villes étudiantes ou dans les métropoles comme ici à Paris, il y a l'encadrement des loyers. C'est ce qui permet de fixer un loyer maximum à pratiquer par le propriétaire, et donc qui permet des loyers un peu plus accessibles. Et il se trouve que les choses sont bien faites, on va débattre la semaine prochaine en commission et dans 10 jours à l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'une autre de mes propositions de loi qui permet de pérenniser et d'étendre à l'ensemble de la France l'encadrement des loyers, parce qu'aujourd'hui il est mis en place dans à peu près 70 communes en France, et c'est une expérimentation qui prend fin en novembre 2026. Et ça a fait ses preuves à la fois à Paris, mais aussi à Lille ou à Lyon ou au Pays Basque, d'où je suis originaire. Et donc je propose d'étendre l'encadrement des loyers et surtout de le généraliser, que ce soit plus une expérimentation, mais que ça soit pérenne dans le temps, pour permettre à chacun d'avoir un loyer accessible. L'encadrement des loyers, c'est un plafond donc que vous imposez aux propriétaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas louer plus de temps, c'est ça? Il y a un observatoire qui est mis en place sur le territoire avec les données du prix du marché au moment T, et à l'échelle du quartier en règle générale, ou même parfois de la rue, et ça va être le prix pratiqué dans cette rue, c'est 15 € le mètre carré ou 10 € le mètre carré, et donc vous ne pouvez pas dépasser ce montant-là. Ça veut dire que vous faites effectivement votre beurre sur la crise du logement et vous faites monter les plafonds. Mais après, si je peux me permettre, monsieur le député, il y a la réalité, enfin il y a ce que vous dites qui est un beau discours politique et plein de bonne volonté, et je l'entends, mais il y a la réalité de ce qui se passe dans les rues de Paris. Il n'y a aucun appartement quasiment qui est encadré. Et ça, comment on fait pour... parce qu'il n'y a pas... C'est-à-dire que aller faire les petites annonces à Paris et trouver un appartement qui est vraiment limité à l'encadrement des loyers, vous allez voir qu'on est complètement à côté de la plaque. Il y a 70% de logements qui respectent aujourd'hui l'encadrement des loyers et qui respectent donc la loi, et donc ça veut dire qu'il y en a 30% qui ne respectent pas la loi. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Alors, c'est les chiffres qui existent pour l'instant, mais moi j'incite chacun, nos auditeurs qui habitent Paris ou une commune qui a l'encadrement des loyers, à se rendre sur le site de la ville ou de l'État pour regarder si votre loyer correspond bien au montant maximum pratiqué. Et alors, si le correspond... Alors, déjà, on informe nos auditeurs. Il faut savoir, on dit à nos auditeurs qu'il y a donc 70 villes
ville où les loyers sont plafonnés. C'est-à-dire que j'ai un appartement de 100 mètres carrés, je peux pas payer par exemple plus de 1200 €. C'est un exemple, hein, je dis n'importe quoi. Voilà. Si déjà les gens, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Si par exemple je loue et puis pendant 1 an je paye mon loyer et d'un coup je me rends compte que je paye 2000 € au lieu de 1200 €, qu'est-ce que je peux faire? Alors là je vais faire une procédure, je vais soit saisir, à Paris c'est la ville de Paris qui gère directement, dans les autres territoires c'est la préfecture du département qui gère, donc vous allez saisir la préfecture ou la ville de Paris en disant excusez-moi, mon loyer dépasse le plafond, il faut engager une procédure. Et donc là, à ce moment-là, la préfecture ou la ville va prendre contact avec votre propriétaire et va lui dire vous dépassez le plafond, il faut régulariser votre situation. Donc soit ça se fait à l'amiable, le propriétaire dit d'accord, je rebaisse mon loyer au niveau maximum et je rembourse le trop perçu. Et s'il n'y a pas d'accord à l'amiable, c'est une procédure judiciaire et en règle générale, le juge va donner raison au locataire si effectivement le loyer dépasse le plafond qui est autorisé par la loi. Tu savais ça, Eva? Oui. Et je trouve ça très bien, l'encadrement des loyers, justement. En revanche, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, le dispositif. Il y a juste un petit souci avec ça, c'est qu'au niveau des auto-entrepreneurs, ça ne fonctionne pas. Sur la garantie Visale ? Ouais. Oui, c'est-à-dire que là, ça pose énormément de problèmes. Et moi, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport à ça, parce qu'à chaque fois, il y avait cette procédure qui m'empêchait de louer un appartement parce que je suis auto-entrepreneur. Et c'est ça qui est compliqué. Ou alors, il faut être salarié, quoi. Tout à parce fait. que quand on est en auto-entreprise, ça pose problème. Et gérant gérant de société aussi, parce que quand vous êtes gérant de société, il vous demande aussi les bilans de l'entreprise, etc. Totalement. Et l'encadrement des loyers, est-ce qu'il vaut aussi pour les sociétés? C'est-à-dire pour les sociétés si c'est une société, par exemple, qui loue l'appartement, oui, tout à fait. donc c'est personne aussi physique valable ou personne morale. sur les entreprises. Tout à fait. Alors, enfin, c'est sur un logement, sur un commerce, un local commercial, non, mais sur les logements. Oui, logement de fonction, par exemple. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise doit payer aussi le loyer qui est réglementé. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Et toi, tu savais ça, Mathias? Ah, moi, je savais pas du tout. Mais je veux savoir le cas contraire. Si un propriétaire se rend compte que son loyer est plus bas que la norme, est-ce qu'il peut l'augmenter? Tant mieux pour vous. Alors non, il peut pas. Je pense que ça arrive rarement, mais bon. Il y a ce qu'on appelle, c'est un terme technique, l'IRL, l'indice de revalorisation des loyers, qui est un pourcentage maximum qui permet aux propriétaires d'augmenter année après année le loyer. Mais parce que moi, mon loyer a augmenté de 100 € cette année. Ah, mais ça, c'est normal. C'est de la revalorisation. Mais ça, je vais arriver à 4000 € si je fais ça. Il faut que vous vérifiez si c'était bel et bien dans le cadre du pourcentage de revalorisation des loyers. Ça vous dérange pas, vous pouvez le faire pour moi après ou... Non, mais dis-moi. Je vous laisse m'intéresser et on regarde ça. Non, ce que tu dois vérifier, c'est si ton loyer correspond au montant du loyer plafonné. Parce que si c'est pas ça, tu peux faire un recours et ils vont te redescendre ton loyer. C'est obligatoire, c'est la loi. Ils peuvent me donner de l'argent en plus. Exactement, ils vont te rembourser le trop perçu. Exceptionnel. Tout le monde sur les beaux. Sortez vos bails, vos beaux. Ce soir, on vérifie. Ok. Non, mais ça, c'est une information qui est quand même exceptionnelle. Parce que... Je savais même pas, moi. Je savais même pas qu'on pouvait vérifier en ligne. Non, mais à Paris, c'est dingue. Parce que j'invite les auditeurs à se mobiliser, à écrire à leur propre député pour leur dire que mercredi prochain en commission et le 11 décembre dans l'hémicycle, ils doivent voter le texte que je propose sur le versement des loyers. Vous avez combien de followers, monsieur le député? Pas énorme, je crois, sur Instagram, j'en ai 2500, c'est pas fou. Ah, il faut l'aider. Ça va, il y a quand même plus de 1000. Hein, il faut que tu lui fasses un petit totalement. moi, j'adhère à vos idées, donc voilà. Je peux même vous proposer une carte au Parti Socialiste, on continuera de mais en plus, le plus fou, c'est que là, j'étude le socialisme en ce moment, donc c'est pas fait. Mon dos, quand même. Mais je vais pas engueuler à la maison. Alors. Mais alors tu peux alors là, tu vas pas commencer, tu nous as fait un drame déjà la semaine dernière. On a fait un problème la semaine dernière avec un député. La semaine dernière, il a fait un carnage. C'est pas vrai. Il a balancé en plein direct le nom d'une ex d'un des députés qui était sur le plateau. Alors j'étais très gênée. En fait, on me l'a dit avant et puis j'ai balancé le nom et puis. Donc c'est un peu gossip, c'est un peu politique gossip. Il faut savoir que dans le monde de la politique, moi j'ai appris ça en faisant donc toutes mes immersions politiques, etc. C'est pire que la télé-réalité. Il y a des gros dos, hein. Non, mais c'est vrai. Il y a plus que des gros dos. C'est exceptionnel. Mais bon, moi je sais rien. Voilà, c'est mon métier, je ne sais rien. Alors, je rigole. Les squats, est-ce que c'est un symptôme aussi d'un état défaillant pour vous ou...
Effectivement, moi je peux pas défendre les squats et encore il y a squat et squat. Il y a ceux effectivement qui vont se maintenir dans un logement sans payer le loyer, qui vont être considérés comme squatteurs, et là nous devons trouver une solution. Et ensuite il y a un vrai sujet de société par contre, où il y a des bâtiments vides et parfois des bâtiments qui appartiennent à l'État, qui sont laissés vides depuis des années, voire qui se mettent qui tombent un peu en ruine, et il y a des gens qui dorment à la rue et qui vont rentrer de façon illégale à l'intérieur pour se protéger. Et sans légitimer les choses, moi ça me pose question aujourd'hui, à Paris comme ailleurs, de voir tous ces volets fermés, ces bâtiments qui tombent en ruine. Et donc on porte aussi la nécessité et vous parliez tout à l'heure des DPE qui font sortir un certain nombre de locations, le fait qu'on puisse remonter les aides à la rénovation des logements. Il y avait ma prime rénov qui est un dispositif aussi qui permet aux propriétaires d'être subventionnés pour rénover, pour refaire les fenêtres, pour refaire le chauffage, pour refaire l'isolation. Et donc il faut que l'État soit au rendez-vous de la rénovation du bâtiment et qu'on puisse aussi lutter contre les logements vacants et de ceux qui n'ont pas besoin de louer leurs biens et qui préfèrent les laisser fermés toute l'année, alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'être logés. Donc vous, le squat, vous êtes contre si c'est squatter un appartement qui appartient à quelqu'un. Je suis contre le squat. Mais pas contre ceux qui... Oui, mais en vrai, vous avez raison. Faut le dire, suis pour trouver des solutions. On peut l'assumer. Au lieu de pointer du doigt. Au lieu d'avoir un immeuble vide, on préfère mettre des gens à l'abri. Enfin, je veux dire, là, c'est du squat. Pour moi, qu'est-ce que ça coûte? Il y a personne dedans, donc. Il faudrait, en fait, il faut sortir de cette question. Est-ce qu'on est pour ou contre le squat? Moi, je suis contre le squat, mais je suis pour qu'on trouve des solutions pour qu'on n'ait pas des gens qui soient obligés de squatter pour pouvoir avoir un toit sur la tête. Après, si je peux me permettre, si on parle d'une personne qui est à la rue et qui trouve un endroit vide, oui. Mais en l'occurrence, toutes les vidéos qu'on voit, c'est des gens, des familles ou des gens même qui habitent seuls et qui squattent des appartements de propriétaires. La plupart du temps, c'est toujours ça. Ah, moi, j'ai envie de rentrer dedans, de les... Non, à un moment donné... À votre avis, est-ce qu'il faut réquisitionner justement les maisons ou les appartements qui sont vides aujourd'hui, qui appartiennent à l'État, etc., pour aider les gens qui n'ont pas de logement à retrouver un toit, alors qu'il y a des toits aujourd'hui, comme vous le dites, qui sont vides en France. Et après, on reviendra aussi, restez avec nous sur Sud Radio, sur votre loi, la loi que vous avez fait voter sur les Airbnb. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h44, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Ce soir on parle des squats, des cités délabrées, des étudiants qui sont entassés, des problèmes pour pouvoir louer un logement, des problèmes quand on est propriétaire pour pouvoir sortir les locataires qui payent pas. Bref, c'est la crise en France. La République a-t-elle abandonné le logement? Je reçois pour ce débat Eva Ducci, candidate de télé-réalité et influenceuse, qui est en face d'Iñaki Echaniz, député PS des Pyrénées-Atlantiques, qui est le plus jeune député du Parti socialiste. Voilà. Je tiens à dire parce que nous on est dans une émission super cool, super jeune. Alors, on parlait, vous avez fait voter une proposition de loi concernant les Airbnb. Alors dans des mots très simples, parce que vous savez, nous on s'adresse à des gens qui en ont un peu ras-le-bol déjà de tous ces discours un peu trop politiques et tout, donc les plus cool possibles. Qu'est-ce que vous avez fait voter? C'est quoi votre loi? On a fait voter une loi qui s'appuie sur deux jambes. La première, c'est la question de la fiscalité, j'en ai parlé tout à l'heure, où jusqu'à ce vote, il était plus avantageux fiscalement pour les gens de louer un Airbnb parce qu'ils gagnaient plus et en plus ils payaient moins d'impôts. Donc nous, ce qu'on est venu faire, c'est baisser la réduction d'impôts sur les Airbnb et augmenter celle sur la location longue durée. Donc pour que ça redevienne plus avantageux. C'est-à-dire, c'est passé de combien à combien? Alors on est passé de 71% d'abattement, c'est-à-dire que quelqu'un qui louait son week-end 100 euros, il ne paye d'impôts que sur 29 euros de ses revenus. Alors que celui qui loue à l'année, il n'allait avoir un abattement que de 30%, donc il allait payer des impôts sur 70 donc euros. L'inverse, quoi. Voilà, l'inverse. Okay. Et donc on est venu mettre à niveau, au même niveau, l'abattement. Et là, on est en plein débat budgétaire pour ceux qui suivent quand même un peu la politique, même si on n'aime pas ça. Et on est en train de faire en sorte de pouvoir avoir un abattement plus important pour ceux qui font de la longue durée que ceux qui font de la courte durée. Mais votre loi, quand elle est passée, du coup, elle les a ramenés à combien? Alors, à 50% pour les locations meublées et à 30% pour les locations sans meubles. Donc, alors attendez, 30% pour les deux. Donc, j'ai un abattement de 30% si je loue sans meubles. Oui.
et j'ai un abattement de 50% si je loue meublé. Oui, tout à fait. Que vous soyez en Airbnb ou en location longue durée. Ah, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. C'est à cause de vous que les Airbnb. Ah, si vous payez plus, non, je rigole. C'est lui le responsable. Ça, c'est le volet fiscal, mais je suis le responsable de cette baisse, mais en même temps, je me bats pour que les propriétaires qui louent à l'année à des étudiants, à des familles, ils payent moins d'impôts. Ça va, l'un ne va pas sans l'autre. Et le deuxième point, moi, je viens d'un territoire rural avec beaucoup de communes. Je crois à la décentralisation, au fait que ce soit les communes qui décident, parce que c'est pas depuis Paris qu'on va décider ce qu'on doit faire en Corse, ce qu'on doit faire dans le Béarn ou dans le nord de la France. Et donc, c'est de donner des outils aux maires pour dire, moi, je veux des Airbnb, moi, j'en veux pas. C'est à la fois le principe de compensation où le maire va dire, vous voulez mettre un Airbnb, transformer un logement en Airbnb, en face, vous devez faire un logement longue durée. Ça veut dire on compense la création d'une boîte à clés contre un logement qui est à l'année. Il y a aussi le principe des quotas qui est déjà en place dans un certain nombre de communes où le maire va dire dans ma ville je veux pas plus de 5%, de 10%, de 15%. Juste pour reprendre. Attendez. Je suis trop compliqué. Ah ouais, là vous avez trop vite. Pardon. Attendez. Si c'est-à-dire que quand vous dites ok le maire il va pouvoir décider donc de oui ou non il y aura des Airbnb dans sa ville. Donc ça, vous donnez l'autorité, enfin vous donnez la possibilité au maire de décider. Dire oui ou non. La personne qui veut faire un Airbnb doit aller à la mairie dire bonjour, j'ai un logement, je veux en faire un Airbnb, est-ce que j'ai l'autorisation ou pas? Et le maire, en fonction de ce qui aura été décidé en conseil municipal, il pourra dire écoutez, s'il a pris le principe de compensation, je vous dis oui. Si en même temps vous mettez un logement à l'année, un logement similaire. Mais ça veut dire que vous obligez les gens à avoir 2 logements. Oui. Donc ils doivent acheter 2 appartements pour avoir un Airbnb. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Ben voilà, expliquer comme ça, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus facile. Mais... Ou à l'inverse. T'es d'accord avec ça, toi, Eva? Alors moi, pour l'instant, j'ai pas encore de logement que je peux louer, donc j'en suis pas là. En revanche, d'un côté, c'est bien puisque ça régule. D'un autre côté, je me dis c'est tellement difficile déjà d'acheter un logement, un seul. 2, c'est encore plus compliqué. Enfin... moi, je pose pour que celui qui achète un logement, il le loue à des étudiants ou à une famille. Mais ça, c'est bien. Voilà. Et après, ça, c'est une compensation stricte. À Marseille, par exemple, c'est une compensation plus large où pour faire c'est 1 pour 2. Donc, pour faire 2 Airbnb, il faut un logement en permanent. Donc, ça varie. Mais Marseillais, ils sont blindés. Il faut qu'ils achètent 3. Il faut 3 apparts. Mais par contre, il y a les quotas aussi où le maire va pouvoir dire je veux pas plus de 10% de Airbnb dans ma commune, et donc il va avoir des demandes, des gens qui vont devenir, et jusqu'à ce que ça atteigne 10%, il dira oui, et si ça dépasse 10%, il dira non. Et les obligations, les autorisations, elles peuvent être de durée différente. Il va, madame machin qui va venir à la mairie, il va lui dire moi je vous autorise à louer un Airbnb pendant 4 ans, mais par contre après ça faudra mettre en location longue durée. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des gens qui du coup ne déclarent plus leur Airbnb en limitant tout ça justement? Là c'est la lutte contre la fraude, et donc c'est les services municipaux ou les services de l'État qui vont contrôler, parce que Airbnb et les plateformes, parce qu'il y a on dit beaucoup Airbnb, mais il y a le Bon Coin, il y a Booking, etc. Et les plateformes seront obligées de vérifier si la personne qui met son bien à louer a bien eu son autorisation. On a ce qu'on appelle un numéro d'enregistrement. Vous allez faire votre demande à la mairie, vous demandez à faire un Airbnb, ils vous disent oui, vous allez avoir un numéro comme une immatriculation d'une voiture, et ce numéro-là, vous allez devoir le rentrer quand vous allez aller sur airbnb.fr. Alors Mathias, comment ça réagit un peu sur les plateformes? Justement, par rapport à ça, il y a une question sur les réseaux de Thomas qui dit est-ce que ce sera pour les nouveaux logements ou pour les anciens logements, ils vont quand même devoir réguler? Alors, ça va dépendre des territoires. Si vous avez déjà une autorisation et si elle vous a été donnée pour 10 ans, elle pourra durer pour 10 ans. Mais par exemple, dans l'agglomération Pays Basque, dans les communes qui sont concernées au Pays Basque, c'est tous les Airbnb qui sont concernés. Même les anciens. Oui, même les anciens, ceux qui le faisaient déjà, ont dû demander est-ce que vous m'autorisez à continuer à le faire ou pas? D'accord. Donc en gros, je résume, si je suis propriétaire d'un appartement à Nice, oui. Voilà, par exemple. Vous allez devoir aller voir Christian Estrosi pour lui demander si vous avez le droit de faire du Airbnb. Ok, mais si j'en ai qu'un, oui, et que je veux le mettre en Airbnb, je ne peux absolument pas mettre une annonce de location tant que j'ai pas un accord de la mairie, c'est ça? Et ça prend combien de temps les délais à peu près? Ça dépend des communes et si vous remplissez les critères. Et ça, je rappelle que c'est en moyenne. Je peux pas vous dire de chiffres parce que ça dépend d'une commune à l'autre et des services. Et ça concerne la résidence secondaire, c'est-à-dire le logement dans lequel on n'habite pas soi-même. En revanche, si vous voulez louer votre propre appartement parce que vous partez en vacances ou parce que vous avez une chambre, parce que votre fils est parti, là vous pouvez continuer à louer sans avoir d'autorisation dans un maximum de 90 ou de 120 jours par an. Mathias. Il y a une question pour Eva. Est-ce que tu penses que l'État protège plus les propriétaires ou les locataires?
pense les locataires, en vue de ce qui se passe avec les squatteurs. On va pas se mentir, lorsque quelqu'un squatte une propriété, si le propriétaire veut y remédier, le menacer pour qu'il parte, c'est le propriétaire qui est en tort. Donc à ce niveau-là, je pense le locataire. Après, pour d'autres choses, comme le fait que les loyers soient très hauts, le fait aussi qu'il y ait plus d'Airbnb et qu'il n'y ait pas assez de logements pour les étudiants ou pour les familles, ça pose problème. Donc, c'est 50-50 pour toi. Tout dépend dans le sens dans lequel on regarde aussi. Et les logements étudiants, monsieur le député, il y en a combien aujourd'hui en France ? Pas suffisamment, parce que c'est là où... Une des raisons pour laquelle je disais que est-ce que la République a abandonné le logement, et que je disais que c'est Emmanuel Macron en grande partie, c'est parce qu'il avait promis de construire suffisamment de logements étudiants pour avoir des loyers abordables. Il n'a pas tenu sa promesse. Et aujourd'hui, moi je viens d'un territoire très rural où pour faire ses études, il faut monter à la ville, aller à Bordeaux, à Paris ou à Toulouse. Et on a aujourd'hui 17% des étudiants qui abandonnent leurs études faute d'avoir accès à un logement. Et effectivement, la puissance publique n'est pas au rendez-vous parce qu'elle n'a pas construit suffisamment de résidences Crous ou de résidences étudiantes. C'est choquant, parce que c'est l'avenir. Les étudiants, c'est l'avenir. Et en fait, je trouve que ça devrait être primordial d'avoir des maisons accessibles, etc., que ce soit le Crous ou autre. Mais moi, si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai été étudiant et que j'ai eu droit à un logement étudiant dans une résidence Crous. Ça faisait 17 mètres carrés, c'était suffisant et ça m'a permis de faire mes études et d'être député aujourd'hui. J'aurais pas eu droit à un logement étudiant, j'aurais peut-être arrêté mes études. Et il y a beaucoup d'aides où on n'est même pas au courant. Je pouvais pas. Il y a beaucoup d'aides où on n'est même pas au courant quand tu es étudiant. Si tu ne sais pas toutes les aides qu'il y a... Mais il y a un site pour centraliser, c'est ça ? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'aides. Il y a les bourses pour les étudiants boursiers et les APL, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le président de la République a décidé de les baisser il y a quelques années et aujourd'hui elles sont toujours pas revalorisées. On parle notamment en ce moment du budget où ils veulent geler les bourses alors que l'inflation continue d'augmenter. Donc non, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'aides. Au final. Alors, pour avoir toutes les aides en France, et je le dis pour les gens qui nous écoutent, alors c'est, allez-y, je répète, aide.gouv.fr. Mais c'est comment mais les miennes, MES. Oui. MES, voilà. Mes aides. Mes aides, pardon. C'est l'âge, elle a pris un nom hier. Je suis fatiguée, les gars. Bon, ça. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, t'es pas maquillée, là. Non. Bah, incroyable. Ah bon? C'est une poupée, là. Jean-Colline qui veut revenir dans l'émission. Non, mais attends. Tu rigoles ou quoi? Regarde. Ouais, elle n'est pas aussi belle que toi. Oui, regarde, dis donc. Je commence vraiment à croire qu'il me drague. Ah, ben je pense qu'il te drague vraiment. Ouais. T'es en dire gênant, hein. Mais qu'est-ce qui se passe, toi? Moi, je sais pas, c'est la fin de semaine. Bah, dis donc. Bon, je sais pas comment je dois le prendre, mais ouais. Alors, c'est la fin de semaine. Non, je crois qu'il te kiffe bien. Non, mais pardon, avant de faire les questions Flash and Cash, juste, je reviens sur ce que vous disiez par rapport au Airbnb. Moi, je voudrais quand même juste vous dire, ça m'est déjà arrivé une fois, moi, par rapport à mes papiers en tant qu'entrepreneuse, etc. Bah, pareil, les bilans, etc., de devoir louer un Airbnb justement parce qu'on trouve pas de logement en long terme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, supprimer autant d'Airbnb, finalement, ça va rendre service aux gens, puisque je me serais retrouvée à la rue si j'avais pas eu un Airbnb où je peux louer sans papier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les autres ne vous prennent pas quand vous êtes auto-entrepreneur, comme disait Eva, et on se rabat sur des Airbnb qui coûtent plus cher au mois, mais qu'on trouve et les gens vous les louent parce qu'ils ont pas de, parce que du coup ils peuvent vous dégager quand ils veulent, quoi. Ben justement, l'objectif c'est de limiter le nombre d'Airbnb pour que ces logements-là redeviennent du logement permanent et accessible à monsieur et madame tout le monde. Il faudrait imposer des règles pour louer les appartements plus facilement. Parce que sinon on va se retrouver vraiment tous dans la merde. Et ça marche, et notamment au Pays Basque où on a mis ces mesures très strictes. On a appliqué les mesures les plus strictes possibles. Et maintenant il y a de nouveaux logements qui sont de retour sur le marché de la location longue durée. Alors, en fait, le problème c'est juste que les logements, il n'y a pas le... Ouais. Non, vas-y. Commence les questions Flash and Cash. Ah, ok. Non, mais ce que je disais, justement, en fait, le problème, c'est que pour les personnes qui sont en auto-entreprise, ou voilà, ça pose vraiment problème. Ça, je vais me pencher sur le dossier. Oui. Je m'engage. Allez, merci. Je l'adore, ce député. Super. Alors, on fait les questions Flash and Cash. C'est le moment préféré de nos auditeurs. Les questions Flash et Cash. J'ai vu ma tête là en photo. C'est des questions simples, faciles et efficaces. Réponse directe, sans pirouette et sans filtre. Iñaki et Chaniz, la suspension de la réforme des retraites a été rejetée par le Sénat. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle va être suspendue au final? Je ferai tout pour, et j'invite les sénateurs à suspendre par contre leur régime très avantageux.
Je l'adore ce député, il est très très direct. Eva Ducci, il est question d'interdire Shein en France. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour toi? Très bonne idée. Iñaki Echaniz, pour instaurer une égalité sociale, le retour de l'uniforme à l'école, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Mauvaise idée, il faut plus de moyens pour l'éducation nationale. Eva Ducci, est-ce que qui est encore étudiante, est-ce que tu es pour ou contre la suppression de Parcoursup? Absolument pas. Moi, je suis allée sur Parcoursup, c'était très bien. Et dernière question, Iñaki Echaniz, François Hollande ferait-il un bon candidat à l'élection présidentielle en 2027? Non. Ah bon? Non. Qui le ferait? Moi, je soutiendrai le meilleur candidat, et notamment un candidat issu de mon parti dans l'idéal, mais qui arrive à réunir l'ensemble des forces de gauche et de convaincre les Français qu'il faut un peu plus de justice sociale dans notre pays. Et Glucksmann, par exemple? Glucksmann n'est pas au Parti Socialiste, mais par exemple, moi je travaille très bien avec Olivier Faure, premier secrétaire, ou avec Boris Vallaud, président du groupe. Je pense qu'il faut qu'on parle aussi avec nos camarades communistes, avec nos camarades écologistes, faire en sorte qu'on puisse dire aux Français qu'on peut changer leur vie et qu'ils peuvent croire en nous. Eh ben, merci à tous les deux, merci Eva Ducci, merci Iñaki Echaniz. Et moi je vous dis à lundi à 20h sur Sud Radio. Et tout de suite, on retrouve les clés d'une vie avec Jacques Pessis, ma star Jacques Pessis, et son invité, l'animateur chanteur français Patrick Sébastien. Voilà, la chanson préférée de Mathias. Allez, très bonne soirée sur Sud Radio et je vous dis à lundi. Merci beaucoup et merci à tous les deux. Merci.